Dans les archives de l'INA, il existe une cassette VHS que les producteurs ont tenté de faire disparaître pendant des années. Sur cette bande magnétique poussiéreuse, on voit Serge Gainsbourg, non, pas Gainsbourg, mais déjà Gainsbar, s'effondrer en direct sur le plateau de Michel Denisot, le visage déformé par l'alcool, les mains tremblantes cherchant désespérément un verre vide pour y verser le reste de sa dignité. Cette séquence, filmée au printemps de 1986, montre un homme qui n'est plus un homme, mais une caricature grotesque de lui-même. Un monstre qu'il a créé de ses propres mains, et qui maintenant le dévore vivant, devant 15 millions de téléspectateurs médusés. Les techniciens présents ce soir-là racontent qu'après l'émission, personne n'a osé parler dans les couloirs. Ils venaient d'assister à quelque chose d'innommable. Le suicide public d'un génie. Mais voici la question qui hante encore aujourd'hui ceux qui étaient là. Pourquoi personne ne l'a arrêté? Pourquoi la France entière a-t-elle regardé son poète se noyer dans l'alcool comme on regarde un accident de voiture au ralenti, fasciné, horrifié, mais incapable de détourner les yeux? Pour comprendre comment Serge Gainsbourg est devenu Gainsbar, il faut remonter aux années 70, à l'époque où Lucien Ginsberg, son vrai nom, celui qu'il portait comme une cicatrice, était encore un compositeur respecté, un artisan des mots et des mélodies qui sculptait des chansons comme d'autres sculptent le marbre. À cette époque, Gainsbourg était un homme élégant, presque timide, qui se cachait derrière ses lunettes fumées et ses costumes 3 pièces impeccables. Il écrivait pour les autres, pour France Gall, pour Brigitte Bardot, pour toutes ces femmes qu'il transformait en déesses par la magie de ses arrangements. Les critiques le comparaient à Baudelaire, à Verlaine, à tous ces poètes maudits qui avaient fait la gloire de la littérature française. Mais derrière cette façade de respectabilité bourgeoise, quelque chose de sombre grandissait déjà. Gainsbourg buvait, certes, mais avec modération, avec cette élégance parisienne qui transforme le vice en vertu. Il fumait ses gitanes sans filtre, en regardant la Seine couler sous les ponts, et dans ses yeux brillait encore cette lueur d'intelligence mordante qui faisait trembler les journalistes lors des interviews. C'était un homme qui contrôlait son image, qui jouait avec les codes, qui savait exactement jusqu'où il pouvait aller sans franchir la ligne rouge. Mais cette ligne, il allait bientôt la franchir. Et de l'autre côté, l'attendait un personnage qui allait le consumer de l'intérieur. Le tournant arrive en 1979, l'année où tout bascule. Gainsbourg vient de vivre une série de déceptions amoureuses qui l'ont laissé exsangue, vidé de toute substance. Jane Birkin, sa muse, sa compagne, la mère de sa fille Charlotte, commence à prendre ses distances. Elle ne supporte plus ses excès, ses colères nocturnes, ses crises de jalousie pathologique. Dans les dîners parisiens, on murmure que Serge est devenu invivable, qu'il insulte les serveurs, qu'il brise des verres contre les murs des restaurants chics de Saint-Germain-des-Prés. Les amis proches racontent qu'il a commencé à boire dès le matin, du whisky pur dans son café, et que ses mains tremblent tellement qu'il ne peut plus tenir un stylo sans renverser l'encre. C'est à ce moment précis, dans cette période de vulnérabilité absolue, que naît Gainsbar. Pas comme un personnage de scène, non, mais comme une armure, une carapace destinée à protéger Lucien Gainsbourg de la douleur insupportable d'être Serge Gainsbourg. Au début, c'est presque drôle. Il arrive aux émissions télévisées légèrement éméchées, il fait des jeux de mots graveleux qui font rire les présentateurs, il provoque gentiment les bien-pensants avec son humour noir et ses références littéraires obscures. Le public adore. Enfin, Gainsbourg montre son vrai visage, pense-t-il. Enfin, il ose être lui-même. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Gainsbar n'est pas Gainsbourg. Gainsbar est un masque, et ce masque est en train de dévorer l'homme qui le porte. Les producteurs de télévision, eux, ont compris quelque chose de terrible. Gainsbar fait vendre. Chaque apparition du monstre fait grimper l'audimat de plusieurs points. Les chaînes se l'arrachent, non pas pour sa musique, non pas pour son génie créatif, mais pour le spectacle grotesque qu'il offre désormais.
On l'invite, sachant pertinemment qu'il va arriver ivre, qu'il va insulter les invités, qu'il va peut-être même vomir en direct ou s'effondrer sur le plateau. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Philippe Manœuvre, journaliste rock et ami de longue date, confiera des années plus tard dans une interview glaçante « Nous étions tous complices. Nous le regardions se détruire et nous applaudissions parce que ça faisait de la bonne télévision. Nous avons transformé son agonie en divertissement de masse. » Cette phrase résume toute l'horreur de ce qui va suivre. Car à partir de 1980, Gainsbourg n'est plus un personnage que Gainsbourg peut enlever comme un costume après le spectacle. Gainsbourg est devenu permanent. Il boit maintenant 2 bouteilles de whisky par jour, parfois 3. Son foie est en train de lâcher, son cœur bat de manière irrégulière. Ses poumons sont noirs comme du charbon, à force de fumer 4 paquets de cigarettes quotidiennement. Les médecins le supplient d'arrêter, lui prédisent une mort imminente s'il continue sur cette voie. Mais Gainsbourg se moque des médecins. Gainsbourg se moque de tout. Il a trouvé dans l'autodestruction une forme perverse de liberté, et il compte bien l'explorer jusqu'au bout, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais qui est vraiment responsable de cette descente aux enfers? C'est la question que personne n'ose poser à voix haute dans les salons parisiens. Car si Gainsbourg s'est transformé en Gainsbar, c'est aussi parce que tout un système l'y a encouragé, l'y a poussé, l'y a maintenu de force. Prenons par exemple son entourage professionnel. Son producteur, Philippe Le Ricom, un homme d'affaires cynique qui voyait en Gainsbourg une poule aux œufs d'or, a continué à organiser des concerts et des apparitions télévisées, même quand il était évident que l'artiste n'était plus en état de se produire. Des témoins racontent qu'avant certains concerts, il fallait littéralement porter Gainsbourg jusqu'à la scène, le maintenir debout, le temps qu'il chante quelques chansons incompréhensibles, puis le ramener en coulisses où il s'effondrait, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Mais les billets étaient vendus, les contrats signés, et l'argent continuait à couler à flot. Le Ricom empochait sa commission et fermait les yeux sur l'état catastrophique de son poulain. Quand des journalistes lui demandaient s'il ne se sentait pas responsable, il répondait avec un sourire carnassier. « Serge est un adulte. Il fait ses propres choix. » Mais était-ce vraiment encore des choix? Ou était-ce déjà une addiction si profonde qu'elle avait annihilé toute forme de libre arbitre? Et puis il y a les médias. Ces vautours qui tournaient autour du cadavre encore chaud. Chaque magazine People voulait sa photo exclusive de Gainsbourg titubant à la sortie d'un restaurant. Chaque émission de variété voulait son moment de télévision trash, où le génie déchu insulterait une starlette ou ferait un doigt d'honneur à la caméra. Paris Match, Voici, Gala, tous ces magazines qui aujourd'hui pleurent pieusement sa mémoire, étaient les premiers à publier des photos volées de lui dans des états lamentables. Le visage bouffi par l'alcool, les yeux injectés de sang, la chemise tachée de vin. Il le traquait comme une bête blessée, sachant que chaque image de sa déchéance se vendrait à des centaines de milliers d'exemplaires. Et Gainsbourg, dans un réflexe de survie pervers, jouait le jeu. Il leur donnait ce qu'ils voulaient. Il exagérait même son propre personnage, poussant Gainsbourg toujours plus loin dans l'outrance, dans la provocation, dans l'autodestruction spectaculaire. C'était devenu un pacte faustien. Les médias lui offraient la visibilité, l'attention, cette drogue dont tout artiste a besoin pour exister, et en échange, il leur offrait son lent suicide en direct. Un suicide qui allait durer plus de 10 ans, diffusé en prime time, commenté par des chroniqueurs qui faisaient semblant de s'inquiéter tout en se frottant les mains devant les chiffres d'audience. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est le silence de ceux qui l'aimaient vraiment. Jane Birkin, qui avait partagé sa vie pendant plus de 10 ans, qui connaissait ses failles, ses angoisses, ses démons intérieurs, a fini par partir en 1980. Elle ne supportait plus de voir l'homme qu'elle avait aimé se transformer en cette chose grotesque. Dans une interview accordée au journal Libération en 1982, elle confiera avec une tristesse infinie. « J'ai essayé de le sauver. J'ai vraiment essayé. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Serge avait choisi Gainsbourg, et Gainsbourg
ne voulait pas de moi. Ces mots sont terribles, car ils révèlent une vérité insupportable. Gainsbourg avait consciemment choisi sa propre destruction. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une dérive incontrôlée, c'était un choix délibéré, méthodique, presque artistique dans sa cruauté. Il avait décidé de faire de sa vie une œuvre d'art morbide, et le public français était invité à assister à la performance jusqu'à son dénouement fatal. Ses enfants, Charlotte et Paul, ont grandi en voyant leur père se désintégrer à la télévision. Imaginez ce que c'est que d'allumer le poste et de voir votre père, celui qui est censé vous protéger, vous guider, se ridiculiser devant des millions de personnes, incapable de finir une phrase cohérente, les yeux vitreux, la bouche pâteuse. Charlotte Gainsbourg racontera bien des années plus tard, dans un documentaire poignant, qu'elle changeait de chaîne dès qu'elle voyait son père apparaître à l'écran. Elle ne pouvait pas supporter de le voir ainsi. Elle préférait se souvenir du Serge d'avant, celui qui lui jouait du piano et lui racontait des histoires avant de dormir. Mais ce Serge-là était mort. Il avait été assassiné par Gainsbourg. L'année 1984 marque un nouveau palier dans la descente. Gainsbourg sort un album intitulé « Love on the Beat », un disque sombre, violent, obsédé par le sexe et la mort. Les critiques sont partagées. Certains y voient un chef-d'œuvre de noirceur, d'autres un simple produit de l'esprit dérangé d'un alcoolique en phase terminale. Mais ce qui frappe dans cet album, c'est à quel point Gainsbourg semble avoir abandonné toute prétention à la beauté, à l'élégance qui caractérisait ses premières œuvres. Les arrangements sont agressifs, les paroles crues, presque pornographiques. C'est comme si Gainsbourg avait pris le contrôle total de la création artistique, reléguant Gainsbourg au rang de simple spectateur impuissant de sa propre déchéance créative. Les concerts de cette période sont des catastrophes. À Bruxelles, il arrive sur scène tellement ivre qu'il ne peut pas tenir debout. Il s'assoit par terre, marmonne quelques paroles incompréhensibles, puis s'endort devant un public médusé qui ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. Les organisateurs remboursent les billets. Les journaux titrent « Gainsbourg a touché le fond ». Mais ils se trompent. Le fond est encore loin. Il y a toujours plus bas, toujours plus sombre, toujours plus pathétique. Et puis il y a cet épisode qui va marquer les esprits pour toujours. Cette apparition dans l'émission Ex Libris de Patrick Poivre d'Arvor en 1986. Gainsbourg arrive complètement ivre, comme d'habitude. Mais ce soir-là, quelque chose est différent. Il n'est pas drôle, il n'est pas provoquant. Il est juste triste, infiniment triste. On le voit pleurer à l'écran, des larmes qui coulent sur ses joues creusées, et il murmure d'une voix brisée « Je suis fatigué. Je suis tellement fatigué. » PPDA, visiblement mal à l'aise, essaie de détourner la conversation, de ramener un peu de légèreté, mais Gainsbourg continue. « Vous savez ce que c'est d'être prisonnier de soi-même ? Vous savez ce que c'est de ne plus pouvoir s'échapper de sa propre tête ? » Le silence qui suit est insoutenable. Les techniciens en régie ne savent plus où regarder. C'est un moment de vérité brute, sans filtre, sans le masque de Gainsbourg. Pendant quelques secondes, on revoit Lucien Ginsberg, l'homme fragile, l'enfant juif qui a survécu à la guerre en se cachant, qui a construit toute sa vie sur des mensonges et des personnages pour ne pas affronter sa propre douleur. Mais ce moment de lucidité ne dure pas. Quelques minutes plus tard, Gainsbourg reprend le dessus, il fait une blague graveleuse, allume une cigarette, et le masque se remet en place. Mais ceux qui ont vu cette émission ce soir-là savent qu'ils ont assisté à quelque chose de rare et de terrible. L'appel au secours d'un homme qui se noie et que personne ne viendra sauver. Car c'est bien là le cœur du problème. Tout le monde voyait que Gainsbourg était en train de mourir. Ses amis, sa famille, ses médecins, les producteurs, les journalistes, le public, tout le monde le savait. Mais personne n'a rien fait. Pourquoi ? Parce que Gainsbourg était devenu plus important que Gainsbourg. Gainsbourg faisait vendre des disques, remplissait les salles de concert, faisait grimper l'audimat. Gainsbourg était une industrie à lui tout seul. Et cette industrie
employait des dizaines de personnes qui dépendaient de lui pour leur salaire. Alors on fermait les yeux. On se disait que c'était son choix, qu'il était adulte, qu'on ne pouvait pas le forcer à arrêter. Mais au fond, tout le monde savait la vérité. On le laissait mourir parce que sa mort était rentable. Chaque apparition télévisée de Guimbard était un pas de plus vers le tombeau. Et chaque pas était filmé, diffusé, monétisé. La France entière était devenue complice d'un meurtre en direct. Un meurtre dont la victime était aussi le bourreau. Les années 87 et 88 sont marquées par une série d'incidents de plus en plus graves. Gainsbourg est hospitalisé à plusieurs reprises pour des crises cardiaques, des problèmes hépatiques, des pneumonies. À chaque fois, les médecins le préviennent. S'il continue à boire, il sera mort dans les 6 mois. À chaque fois, il sort de l'hôpital et se rend directement au bar le plus proche pour commander un double whisky. C'est comme s'il testait les limites de son propre corps, comme s'il voulait voir jusqu'où il pouvait aller avant que la machine ne s'arrête définitivement. Ses amis racontent qu'il parlait souvent de la mort avec une fascination morbide. Il disait qu'il voulait mourir jeune, comme James Dean, comme Jim Morrison, comme tous ces artistes maudits qu'il admirait. Mais le problème, c'est qu'il n'était plus jeune. Il avait dépassé les 60 ans, et son corps, ravagé par des décennies d'abus, ressemblait à celui d'un vieillard de 80 ans. Sa mort ne serait pas romantique, et ne serait pas belle. Elle serait sordide, pathétique, à l'image de ce qu'était devenu sa vie. Et pourtant, même dans cet état lamentable, Gainsbourg continuait à créer. En 1987, il sort You're Under Arrest, un album qui mélange rock, funk et reggae, avec des textes en anglais approximatifs qui témoignent de son état mental de plus en plus confus. Les critiques sont assassines. On lui reproche de se parodier lui-même, de recycler ses vieilles recettes, de n'être plus que l'ombre de ce qu'il était. Mais ce que les critiques ne comprennent pas, c'est que cet album est un cri de détresse déguisé en provocation. Les paroles parlent d'arrestation, d'emprisonnement, de fuite impossible. You're under arrest. Tu es en état d'arrestation. C'est exactement ce que Gainsbourg ressent. Il est prisonnier de Gainsbourg, prisonnier de son propre personnage, prisonnier d'une image dont il ne peut plus se défaire. Et cette prison, il l'a construite lui-même, brique par brique, verre par verre, cigarette par cigarette. C'est une prison dont il a jeté la clé il y a longtemps, et maintenant il hurle derrière les barreaux en espérant que quelqu'un viendra le libérer. Mais personne ne vient. Personne ne viendra jamais. Les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé pendant ces années sont glaçants. Bambou, sa dernière compagne, celle qui restera à ses côtés jusqu'à la fin, raconte des scènes d'une violence psychologique inouïe. Gainsbourg alternait entre des moments de tendresse absolue et des crises de rage incontrôlables où il détruisait tout ce qui lui tombait sous la main. Il cassait des meubles, jetait des objets par les fenêtres de sa maison de la rue de Verneuil, hurlait des insultes à des ennemis imaginaires. Bambou, enceinte de leur fils Lulu, devait parfois se réfugier chez des amis pour échapper à ces explosions de violence. Mais elle revenait toujours. Pourquoi ? Par amour, dit-elle. Mais aussi parce qu'elle espérait encore pouvoir le sauver, le ramener à la raison, retrouver l'homme qu'il avait été avant que Gainsbourg ne le dévore entièrement. Cet espoir était vain. Gainsbourg était déjà mort à l'intérieur. Il ne restait plus que Gainsbourg, ce monstre grotesque qui titubait dans les rues de Paris en insultant les passants et en crachant sur les voitures de luxe. Mais voici ce que personne ne dit, ce que les documentaires hagiographiques oublient toujours de mentionner. Gainsbourg savait exactement ce qu'il faisait. Il n'était pas une victime passive de ses addictions. Il avait choisi consciemment de devenir Gainsbourg, et il avait choisi consciemment de laisser Gainsbourg le détruire. C'était sa dernière œuvre d'art, la plus aboutie, la plus terrible. Transformer sa propre vie en tragédie grecque, en spectacle morbide dont il était à la fois l'auteur, l'acteur
et le metteur en scène. Et le public français, fasciné, horrifié, incapable de détourner le regard, était le cœur antique qui commentait l'action sans jamais intervenir. Cette complaisance collective, cette fascination malsaine pour la déchéance d'un génie, en dit long sur la société française des années 80. Une société qui préférait le spectacle de la destruction à l'ennui de la normalité, qui trouvait plus excitant de regarder un homme se noyer que de lui tendre la main. Gainsbourg le savait. Il méprisait ce public qui l'applaudissait tout en le laissant crever. Mais il avait besoin d'eux. Il avait besoin de leur regard, de leur attention, même si cette attention était morbide. Car sans ce public, Gainsbourg n'existait pas. Et sans Gainsbourg, Gainsbourg n'était plus rien. Alors la question demeure, lancinante, insupportable. Pourquoi personne ne l'a arrêté? Pourquoi ses amis, sa famille, ses médecins, les autorités, n'ont-ils pas fait une intervention? Ne l'ont-ils pas interné de force? Ne l'ont-ils pas sauvé malgré lui? La réponse est aussi simple que terrifiante. Parce que dans la France des années 80, la liberté individuelle était sacrée, même quand cette liberté menait à l'autodestruction. On considérait que chacun était maître de son destin, même si ce destin était la mort. Et puis, soyons honnêtes, Gainsbourg était trop rentable pour qu'on l'arrête. Trop de gens vivaient de lui, trop d'intérêts économiques étaient en jeu. Alors on le laissait faire. On le laissait boire, fumer, se détruire, tout en filmant chaque étape de son agonie pour la postérité. C'était obscène, c'était immoral. Mais c'était la réalité. Et cette réalité, personne ne voulait la regarder en face, car elle nous renvoyait à notre propre lâcheté, à notre propre complicité dans la mort d'un homme que nous prétendions admirer. Dans les archives du service de cardiologie de l'hôpital américain de Neuilly, il existe un dossier médical que les héritiers de Gainsbourg ont tenté de sceller pendant des décennies. Ce dossier, épais comme un annuaire téléphonique, contient les résultats d'analyses sanguines effectuées entre 1986 et 1989. Les chiffres sont terrifiants. Le taux d'alcoolémie moyen de Gainsbourg pendant cette période oscillait entre 2 et 3 grammes par litre de sang, un niveau qui aurait tué n'importe quel être humain normal en quelques heures. Mais Gainsbourg n'était plus un être humain normal. Son corps s'était adapté, transformé en une machine à métaboliser l'alcool, une usine chimique fonctionnant en permanence au bord de l'effondrement. Le docteur Bertrand Boutron, son cardiologue personnel, a confié sous couvert d'anonymat à un journaliste du Monde en 1998 : « Je lui ai dit 100 fois qu'il était en train de se suicider. Il me regardait avec ce sourire cynique et me répondait : « Docteur, je ne me suicide pas, je me perfectionne. » Cette phrase résume toute l'horreur de la situation. Gainsbourg ne voyait plus sa destruction comme une tragédie, mais comme un processus d'amélioration, une forme perverse d'évolution vers un état supérieur de conscience. Il était convaincu que l'alcool et le tabac n'étaient pas en train de le tuer, mais de le transformer en quelque chose de plus grand, de plus authentique. Mais en quoi se transformait-il exactement? En un cadavre ambulant qui puait le whisky et la mort, voilà la vérité que personne n'osait lui dire en face. Les soirées à la rue de Verneuil, sa maison bunker au cœur de Saint-Germain-des-Prés, étaient devenues légendaires pour toutes les mauvaises raisons. Des témoins racontent que Gainsbourg y recevait un mélange hétéroclite de parasites, de dealers, de journalistes en quête de sensations fortes et de jeunes artistes naïfs qui pensaient encore pouvoir apprendre quelque chose du maître. L'atmosphère était suffocante, enfumée, imprégnée d'une odeur de cendrier froid et d'alcool renversé. Les murs étaient couverts de graffitis obscènes que Gainsbourg lui-même avait tracés dans ses moments de délire éthylique. Sur l'un d'eux, on pouvait lire en lettres tremblantes : « Ici vécu et mouru, Serge Gainsbourg, assassiné par Gainsbourg. » Cette inscription, découverte après sa mort par les déménageurs, était datée de 1987.
4 ans avant sa mort réelle. Comme s'il avait déjà acté son propre décès, comme si tout ce qui suivrait ne serait qu'une longue agonie administrative, un simple délai avant que le corps ne rattrape l'esprit déjà mort depuis longtemps. Les invités de ces soirées décrivent un spectacle dantesque. Gainsbourg, affalé dans son fauteuil en velours rouge, un verre de whisky dans une main, une gitane dans l'autre, tenant des monologues incohérents sur la mort, le sexe, la gloire et la déchéance. Parfois il pleurait, parfois il riait, parfois il s'endormait au milieu d'une phrase et se réveillait 3 heures plus tard en hurlant le nom de Jane Birkin, comme si elle était encore là, comme si elle n'était pas partie depuis presque 10 ans déjà. Mais ce que les invités ne savaient pas, c'est qu'il participait à un rituel macabre, soigneusement orchestré par Gainsbourg lui-même. Car derrière le chaos apparent, derrière l'ivresse et la folie, il y avait une méthode, une intention artistique perverse. Gainsbourg avait décidé de transformer sa maison en musée vivant de sa propre déchéance, en installation artistique dont il était à la fois le conservateur et la pièce maîtresse. Chaque objet dans cette maison avait une signification. Chaque tache sur le tapis racontait une histoire. Chaque bouteille vide était un trophée de guerre dans sa bataille contre lui-même. Il avait même commencé à filmer certaines de ses soirées avec une caméra Super 8, des heures et des heures de pellicule montrant des scènes d'une tristesse insoutenable. Lui-même, titubant dans les escaliers, vomissant dans les toilettes, s'effondrant sur son lit tout habillé. Ces films, retrouvés après sa mort dans une malle au grenier, n'ont jamais été montrés au public. Trop crus, trop violents, trop vrais. Il montre un homme qui documente méticuleusement sa propre destruction, comme un scientifique observant une expérience dont il serait à la fois le cobaye et le protocole. C'était de l'art? C'était de la folie? Probablement les deux. Probablement ni l'un ni l'autre. C'était simplement Gainsbourg, essayant désespérément de donner un sens à l'insensé, de transformer sa souffrance en quelque chose qui pourrait survivre à sa mort. Et puis il y avait les femmes. Toujours les femmes. Gainsbourg avait passé sa vie à les idéaliser, à les transformer en muses, en déesses, en objets de désir inaccessibles. Mais maintenant que Gainsbourg avait pris le contrôle, les femmes n'étaient plus des muses, mais des témoins horrifiés de sa décomposition. Bambou, sa compagne de ces dernières années, était une jeune mannequin d'origine cambodgienne qui avait rencontré Gainsbourg alors qu'elle n'avait que 20 ans et lui presque 60. Leur relation était toxique, déséquilibrée, marquée par une dépendance mutuelle malsaine. Bambou jouait le rôle de l'infirmière, de la mère, de la gardienne de prison, essayant vainement de limiter sa consommation d'alcool, cachant les bouteilles, suppliant les amis de ne plus lui en apporter. Mais Gainsbourg était rusé. Il avait des réserves cachées partout dans la maison, derrière les livres de sa bibliothèque, sous les lames du parquet, dans le réservoir des toilettes. Il avait transformé sa propre maison en terrain de chasse au trésor alcoolique, et il gagnait toujours. Bambou raconte dans son autobiographie publiée en 2005 une scène particulièrement glaçante. Un soir de 1988, enceinte de 7 mois de leur fils Lucien, elle trouve Gainsbourg inconscient dans la baignoire, la tête sous l'eau, une bouteille de vodka vide flottant à côté de lui. Elle le tire de l'eau, appelle les urgences, le ranime. Quand il reprend conscience, la première chose qu'il dit n'est pas « merci », mais « où est ma bouteille ?» Cette anecdote, racontée avec une tristesse infinie, illustre à quel point Gainsbourg avait complètement effacé Gainsbourg. L'homme qui avait écrit « Je t'aime moi non plus », qui avait célébré l'amour et le désir avec une poésie inégalée, était devenu incapable d'éprouver le moindre sentiment autre que le besoin compulsif de sa prochaine dose d'alcool. Les incidents publics se multipliaient avec une régularité alarmante. En mars 1989, Gainsbourg est invité sur le plateau de l'émission 7 sur 7 d'Anne Sinclair. L'interview commence normalement, Gainsbourg est relativement sobre, presque charmant. Mais au bout de 20 minutes, quelque chose se brise. Il commence à insulter la présentatrice, l'accuse de faire partie d'un complot contre lui, se lève brusquement et tente de quitter le plateau.
Les agents de sécurité doivent intervenir pour le calmer. Les images sont diffusées en direct devant des millions de téléspectateurs médusés. Le lendemain, tous les journaux en parlent. Certains s'indignent, d'autres trouvent ça hilarant. D'autres encore psychanalysent le comportement de Gainsbourg en invoquant ses traumatismes d'enfance, la guerre, l'antisémitisme qu'il a subi. Mais personne ne pose la vraie question. Pourquoi Anne Sinclair et son équipe ont-ils invité un homme qu'ils savaient être dans un état mental et physique catastrophique? Pourquoi ont-ils pris le risque de le mettre en direct devant des millions de personnes? La réponse est simple et cynique. Parce qu'ils savaient exactement ce qui allait se passer. Et c'est précisément ce qu'ils voulaient. Ils voulaient le scandale, le buzz, les gros titres du lendemain. Ils voulaient Gainsbar, pas Gainsbourg. Et Gainsbar, fidèle à lui-même, leur a donné exactement ce qu'ils attendaient. C'était un pacte tacite, un contrat non écrit entre les médias et le monstre. Vous nous donnez du spectacle, nous vous donnons de la visibilité. Peu importe si ce spectacle vous tue à petit feu. Peu importe si chaque apparition vous rapproche un peu plus du tombeau. L'important, c'est l'audimat. Mais il y avait aussi des moments de lucidité terrifiantes. Des instants où le masque de Gainsbar tombait et où l'on pouvait entrevoir Serge Gainsbourg, le vrai, celui qui se cachait derrière la caricature. Ces moments étaient rares, fugaces, mais d'une intensité émotionnelle insoutenable. Jacques Dutronc, son ami de longue date, raconte une conversation qu'ils ont eue un soir de 1989 dans un bar de Pigalle. Gainsbourg, inhabituellement sobre ce soir-là, lui confie « Tu sais, Jacques, le pire dans tout ça, ce n'est pas que je sois en train de mourir. Le pire, c'est que je ne sais plus qui je suis. Quand je me regarde dans le miroir le matin, je ne reconnais pas le visage qui me regarde. C'est le visage de Gainsbar, pas le mien. Lucien Ginsburg est mort il y a longtemps. Serge Gainsbourg est mort il y a quelques années. Il ne reste plus que ce monstre. Et je ne sais pas comment le tuer, sans me tuer moi-même. » Dutronc, bouleversé, ne sait pas quoi répondre. Que peut-on dire à un homme qui a perdu son identité, qui s'est dissous dans son propre personnage au point de ne plus exister en tant qu'individu? Quelques minutes plus tard, Gainsbourg commande un double whisky et le moment de lucidité s'évanouit. Gainsbar reprend le contrôle, fait une blague graveleuse, et la conversation dérive vers des sujets plus légers. Mais Dutronc n'oubliera jamais ce moment. Cette confession déchirante d'un homme qui réalise qu'il s'est perdu lui-même et qui ne retrouvera jamais le chemin du retour. L'année 1989 marque également le début de ce que les proches appellent la phase paranoïaque. Gainsbourg devient convaincu que tout le monde complote contre lui. Il accuse ses amis de vouloir voler sa musique, son producteur de détourner son argent, les journalistes de vouloir le détruire. Il installe des verrous supplémentaires sur toutes les portes de sa maison, refuse de répondre au téléphone, ne sort plus que la nuit pour éviter d'être reconnu. Bambou raconte qu'il passait des heures à regarder par la fenêtre, scrutant la rue, persuadé que des agents secrets le surveillaient. Il avait même commencé à écrire des lettres délirantes au président de la République, François Mitterrand, dans lesquelles il dénonçait un complot visant à le faire taire parce qu'il, quote, en savait trop. Sur quoi? Personne ne le savait, probablement même pas lui. C'était le délire d'un cerveau ravagé par des décennies d'abus. Un cerveau qui ne faisait plus la différence entre la réalité et la fiction, entre les vrais ennemis et les fantômes créés par sa propre paranoïa. Ses médecins lui prescrivent des antipsychotiques, des anxiolytiques, des somnifères. Mais Gainsbourg refuse de les prendre. Il dit qu'ils tuent sa créativité, qu'ils étouffent Gainsbar. Car c'est bien là le paradoxe ultime. Même dans sa folie, même dans sa paranoïa, Gainsbourg protège Gainsbar. Il refuse tout traitement qui pourrait affaiblir le monstre, car sans le monstre, il n'est plus rien. Gainsbar est devenu sa seule raison d'exister, son unique identité, et il préfère mourir en étant Gainsbar que survivre en redevenant Serge Gainsbourg.
Les derniers concerts de cette période sont des calvaires pour tout le monde. À Lyon, en octobre 1989, Gainsbourg arrive sur scène avec 3 heures de retard, complètement ivre, incapable de se tenir debout. Les musiciens essaient de le soutenir, de jouer autour de lui, de compenser son incapacité à chanter. Mais c'est impossible. Après 4 chansons incompréhensibles, le public commence à siffler, à réclamer le remboursement des billets. Certains lancent des bouteilles vides sur la scène. Gainsbourg, au lieu de partir, s'assoit par terre et se met à pleurer. Il pleure pendant 10 minutes, devant 2000 personnes qui ne savent plus comment réagir. Certains continuent à siffler, d'autres se taisent, gênés, d'autres encore applaudissent, pensant que c'est une performance artistique. Mais ce n'est pas une performance. C'est un homme qui s'effondre en public, qui craque sous le poids de son propre personnage, qui supplie silencieusement qu'on le libère d'une prison dont il a lui-même forgé les barreaux. Finalement, les organisateurs coupent le son et les lumières. Des agents de sécurité viennent chercher Gainsbourg et le portent hors de la scène comme un sac de pommes de terre. Les spectateurs quittent la salle dans un silence pesant. Personne ne rit. Personne ne fait de blagues. Ils viennent tous de comprendre quelque chose de terrible. Ils ne regardent plus un artiste. Ils regardent un homme en train de mourir. Et leur présence dans cette salle fait d'eux des complices de cette mort. Le concert de Lyon ne sera jamais remboursé. Les organisateurs invoqueront une clause du contrat stipulant que l'artiste s'est produit sur scène, peu importe dans quel état. Juridiquement, ils ont raison. Moralement, c'est une autre histoire. Mais le pire reste à venir. En janvier 1990, Gainsbourg est invité à l'émission Apostrophe de Bernard Pivot, l'émission littéraire la plus prestigieuse de France. C'est censé être une consécration, une reconnaissance de son statut d'écrivain et de poète. Mais dès son arrivée sur le plateau, tout le monde comprend que ça va mal se passer. Gainsbourg est dans un état lamentable. Ses mains tremblent tellement qu'il ne peut pas tenir le livre qu'il est censé présenter. Ses yeux sont injectés de sang, son visage bouffi, sa voix pâteuse. Bernard Pivot, professionnel jusqu'au bout, essaie de mener l'interview avec dignité, posant des questions intelligentes sur l'œuvre de Gainsbourg, sur son processus créatif, sur son héritage littéraire. Mais Gainsbourg ne répond pas aux questions. Il divague, parle de choses sans rapport, insulte les autres invités, fait des remarques sexuelles déplacées à une jeune romancière assise à côté de lui. À un moment, il se lève brusquement et annonce qu'il doit aller aux toilettes. Il quitte le plateau en titubant, sous les regards médusés des autres invités et de l'équipe technique. Il ne reviendra jamais. On le retrouvera 20 minutes plus tard, endormi dans les toilettes, la tête appuyée contre le mur carrelé, un filet de bave coulant de sa bouche. L'émission continue sans lui. Bernard Pivot, visiblement bouleversé, s'excuse auprès des téléspectateurs et explique que M. Gainsbourg ne se sent pas bien. Mais tout le monde a compris. Tout le monde a vu. Et cette image de Gainsbourg fuyant le plateau d'Apostrophe, incapable de tenir une conversation cohérente, restera gravée dans la mémoire collective comme le symbole ultime de sa déchéance. Comment en était-on arrivé là? Comment un homme qui avait côtoyé les plus grands intellectuels de son époque, qui avait discuté avec Sartre et Beauvoir, qui avait été comparé à Baudelaire, pouvait-il finir ainsi, chassé d'un plateau de télévision comme un ivrogne de bistrot? La réponse est simple. Parce que personne ne l'avait arrêté. Parce que tout le monde avait laissé faire. Parce que Gainsbar était plus rentable que Gainsbourg. Et que dans le monde du spectacle, la rentabilité prime toujours sur l'humanité. Les mois qui suivent sont marqués par une série d'hospitalisations de plus en plus fréquentes. Crise cardiaque, problèmes respiratoires, infections pulmonaires, hémorragie interne. Le corps de Gainsbourg est en train de lâcher, organe par organe, système par système. Ses médecins sont formels. S'il ne s'arrête pas immédiatement de boire et de fumer, il sera mort avant la fin de l'année. Mais Gainsbourg s'en fout.
Il a dépassé le stade où la peur de la mort pouvait encore le motiver. Il a même dépassé le stade où il voulait vivre. Il est entré dans une phase d'indifférence totale, un état de nihilisme absolu où plus rien n'a d'importance, ni la vie, ni la mort, ni l'amour, ni la gloire, ni l'argent. Il existe encore, biologiquement, mais il a cessé de vivre au sens plein du terme. Il est devenu un zombie, une coquille vide, animée uniquement par l'habitude et par l'alcool. Bambou essaie de le raisonner. Ses enfants le supplient d'arrêter. Ses amis organisent des interventions. Rien n'y fait. Gainsbourg a pris sa décision il y a longtemps déjà. Il ira jusqu'au bout. Il laissera Gainsbourg le consumer entièrement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, pas même des cendres. C'est son dernier acte de rébellion, son ultime fuck you à un monde qu'il a adoré et détruit en même temps. Il mourra comme il a vécu ces dernières années, en spectacle, devant les caméras, avec un verre à la main et une cigarette aux lèvres. Et le public français, ce public qu'il a regardé se détruire pendant plus de 10 ans sans jamais intervenir, pourra enfin pleurer et prétendre qu'il a perdu un génie. Mais la vérité, c'est qu'ils l'ont tué. Pas avec un couteau ou un pistolet, mais avec leur indifférence, leur complaisance, leur fascination morbide pour le spectacle de la souffrance. Ils ont tué Gainsbourg en applaudissant Gainsbourg. Et cette culpabilité collective, personne ne voudra jamais l'assumer. Alors que 1990 touche à sa fin, Gainsbourg semble avoir trouvé une forme de paix macabre dans son autodestruction. Il ne se bat plus, il ne résiste plus. Il se laisse couler, lentement, inexorablement, vers le fond. Ses journées se ressemblent toutes. Il se réveille vers midi, boit son premier whisky au petit déjeuner, fume ses premières cigarettes, regarde la télévision sans vraiment la voir, reçoit quelques visiteurs qui l'insultent ou ignorent, boit encore, fume encore, et s'endort vers 3 heures du matin pour recommencer le lendemain. C'est une routine de mort, un rituel funéraire qu'il répète jour après jour, en attendant que son corps finisse par capituler. Mais même dans cet état de décomposition avancée, il y a encore des moments où l'on peut entrevoir des éclairs de génie, des fragments de l'homme qu'il était avant. Un jour, un journaliste courageux lui demande s'il regrette quelque chose dans sa vie. Gainsbourg le regarde longuement, avec une lucidité soudaine et terrifiante, et répond « Je regrette d'avoir créé Gainsbourg. Je regrette de lui avoir donné vie. Parce que maintenant, c'est lui qui me possède, et je ne peux plus m'en débarrasser. C'est comme avoir un cancer qui parle, qui pense, qui décide à votre place. Et le pire, c'est que ce cancer, c'est moi qui l'ai créé. Je suis à la fois le médecin et le patient, le bourreau et la victime. Comment peut-on se sauver de soi-même ? Cette question restera sans réponse, car on ne peut pas se sauver de soi-même. On ne peut que choisir quelle version de soi-même on veut être. Et Gainsbourg a fait son choix il y a longtemps. Il a choisi Gainsbourg. Et ce choix, il va le payer de sa vie. Dans le coffre-fort d'une banque suisse, scellé depuis 1991, repose un testament holographe que Gainsbourg a rédigé de sa main tremblante en février 1990. Ce document, dont l'existence n'a été révélée qu'en 2010, lors d'un procès entre héritiers, contient une clause terrifiante que les avocats de la famille ont tenté de faire disparaître des archives judiciaires. Sur la dernière page, griffonnée avec une encre qui a bavé à cause de ses larmes ou de l'alcool renversé, on peut lire cette phrase glaçante. « Je lègue mon corps à la science, mais mon âme à Gainsbourg, qui l'a dévoré bien avant ma mort. Que les médecins découpent ce cadavre et cherchent où se cachait Serge Gainsbourg. Ils ne trouveront rien. Il n'y a plus rien depuis longtemps. » Les notaires présents lors de l'ouverture de ce testament racontent qu'un silence de mort s'est abattu sur la salle. Bambou, effondré, a quitté les lieux sans un mot.
Charlotte Gainsbourg a fondu en larmes, car ce testament n'était pas un simple document juridique, c'était l'aveu final d'un homme qui savait exactement ce qu'il avait fait de sa propre vie et qui assumait jusqu'au bout la responsabilité de son autodestruction. Mais cette lucidité posthume pose une question encore plus dérangeante. Si Gainsbourg savait qu'il était en train de se détruire, s'il en était pleinement conscient et qu'il l'a écrit noir sur blanc dans un testament, alors pourquoi ceux qui l'entouraient n'ont-ils rien fait pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de cette logique mortifère? La réponse se trouve peut-être dans les comptes bancaires. En 1990, une enquête discrète menée par le fisc français révèle des mouvements d'argent pour le moins suspects autour de Gainsbourg. Son producteur, Philippe Loricom, a ouvert pas moins de 7 comptes offshore dans des paradis fiscaux, alimentés par les droits d'auteur et les cachets de concert de l'artiste. Les montants sont colossaux. Plusieurs millions de francs qui disparaissent chaque année dans des sociétés écrans basées au Luxembourg, aux îles Caïmans, au Panama. Gainsbourg, dans son état de confusion mentale permanent, signe des documents qu'il ne lit pas, autorise des virements dont il ignore la destination, donne des procurations à des gens dont il ne connaît même pas le nom. Il est devenu une vache à lait que l'on trait jusqu'à la dernière goutte. Un distributeur automatique de billets humains dont le code PIN est une bouteille de whisky et quelques flatteries bien placées. Les rares fois où il pose des questions sur ses finances, on lui répond avec des termes techniques incompréhensibles, on lui montre des tableaux Excel qu'il ne peut pas déchiffrer dans son état, on le rassure en lui disant que tout va bien, que l'argent est là, qu'il n'a pas à s'inquiéter. Et Gainsbourg, trop fatigué pour se battre, trop ivre pour comprendre, signe encore et encore, alimentant une machine financière qui enrichit tout le monde sauf lui. Quand Bambou découvrira l'ampleur du désastre après sa mort, il sera trop tard. Les comptes seront vides. Les sociétés offshore auront été dissoutes. L'argent se sera évaporé, comme de l'alcool au soleil. Et les vautours qui se sont engraissés sur le cadavre encore chaud de Gainsbourg nieront tout en bloc, produiront des documents signés de sa main, invoqueront la prescription et s'en sortiront sans une égratignure. Voilà la vérité que personne ne veut entendre. Gainsbourg n'a pas seulement été tué par l'alcool et le tabac, il a été dépouillé, pillé, vidé de sa substance par ceux-là même qui prétendaient le protéger. Mais l'argent n'explique pas tout. Il y avait aussi quelque chose de plus sombre, de plus pervers dans cette complaisance collective face à l'agonie de Gainsbourg. La France des années 90 avait besoin de Gainsbourg. Elle avait besoin de ce bouffon tragique qui incarnait toutes les contradictions de l'époque. Le génie et la déchéance, la culture et la vulgarité, l'élégance et l'obscénité. Gainsbourg était devenu un exutoire national, un défouloir cathartique, où chacun pouvait projeter ses propres angoisses, ses propres peurs, ses propres tentations autodestructrices. En regardant Gainsbourg se détruire à la télévision, les Français se sentaient mieux dans leur propre médiocrité. Ils se disaient « Au moins, je ne suis pas aussi bas que lui. Au moins, je contrôle encore ma vie. » C'était une forme perverse de thérapie collective, où le patient sacrifié sur l'autel du spectacle permettait aux spectateurs de se sentir supérieurs, vertueux, sains d'esprit. Les émissions de télévision qui invitaient Gainsbourg savaient parfaitement ce qu'elles faisaient. Elles ne vendaient pas de la musique ou de la culture. Elles vendaient du freak show, du cirque romain, où le gladiateur ivre titubait dans l'arène pendant que la foule hurlait de rire et de dégoût. Et le plus terrible, c'est que Gainsbourg le savait. Il savait qu'il était devenu un monstre de foire, une attraction de carnaval. Mais il continuait à jouer le jeu parce que c'était la seule façon qui lui restait d'exister, d'être vu, d'être reconnu. Sans Gainsbourg, il n'était plus personne. Alors il nourrissait le monstre. Il l'engraissait de whisky et de scandales, sachant très bien que ce monstre finirait par le dévorer entièrement. C'était un pacte faustien dont il connaissait l'issue depuis le début, mais qu'il avait accepté parce que l'alternative était pire encore. Disparaître dans l'oubli, redevenir Lucien Ginsburg,
ce petit juif timide que personne ne regardait. Les derniers mois de 1990 sont marqués par une accélération vertigineuse de la décomposition physique. Le corps de Gainsbourg n'est plus qu'un champ de bataille où chaque organe livre sa propre guerre perdue d'avance. Son foie, transformé en éponge gorgée de toxines, ne filtre plus rien. Son cœur, épuisé par des décennies de surmenage chimique, bat de manière anarchique, s'arrêtant parfois pendant plusieurs secondes avant de repartir dans un soubresaut douloureux. Ses poumons, noircis par la fumée de 4 paquets quotidiens de gitane sans filtre, ne peuvent plus absorber assez d'oxygène pour alimenter son cerveau. Il tousse du sang tous les matins, des crachats épais et noirs qu'il essuie distraitement avec un mouchoir avant d'allumer sa première cigarette de la journée. Sa peau a pris une teinte jaunâtre, presque verdâtre, caractéristique de l'insuffisance hépatique terminale. Ses yeux, autrefois si perçants, si intelligents, sont maintenant vitreux, éteints, comme ceux d'un poisson mort. Il a perdu presque 20 kilos en 6 mois, son corps squelettique flotte dans des vêtements devenus trop grands, donnant l'impression d'un épouvantail habillé en dandy. Les rares personnes qui lui rendent visite à la rue de Verneuil sont choquées par sa transformation. Certains ne le reconnaissent même pas. Ce n'est plus Gainsbourg. Ce n'est même plus Gainsbar. C'est un fantôme, une ombre, un hologramme tremblant d'un homme qui a existé autrefois. Mais le plus terrifiant, c'est qu'il continue à boire. Même quand son corps rejette l'alcool, même quand il vomit du sang après chaque gorgée, même quand la douleur est si intense qu'il hurle dans son sommeil, il continue. Parce qu'arrêter maintenant serait admettre la défaite. Parce qu'arrêter maintenant serait reconnaître que Gainsbar a gagné. Et Gainsbourg, dans un dernier sursaut d'orgueil pathétique, refuse de donner cette satisfaction au monstre qu'il a créé. Bambou, enceinte de leur deuxième enfant, vit un cauchemar éveillé. Elle doit gérer un homme qui n'est plus qu'une épave, tout en s'occupant de leur fils Lucien, âgé de 2 ans à peine, et en préparant l'arrivée du prochain bébé. Les nuits sont les pires. Gainsbourg ne dort plus, ou plutôt il sombre dans des états de semi-conscience où il confond le rêve et la réalité, où il parle à des gens qui ne sont pas là, où il revit des scènes de son passé avec une intensité hallucinatoire. Il appelle Jane Birkin, lui demande pardon pour des fautes qu'il ne nomme pas. Il parle à son père, mort depuis des années, lui reproche de ne pas l'avoir protégé pendant la guerre. Il chante des fragments de chansons qu'il n'a jamais écrites, des mélodies qui n'existent que dans sa tête détraquée. Bambou le retrouve parfois assis dans le noir, au milieu du salon, fixant le vide avec une expression de terreur absolue. Quand elle lui demande ce qui ne va pas, il répond invariablement la même chose. Il est là. Gainsbar est là. Il me regarde. Il attend que je m'endorme pour prendre ma place définitivement. Ces paroles glaçantes révèlent l'état de dissociation mentale dans lequel Gainsbourg a sombré. Il ne fait plus la différence entre lui-même et son personnage. Gainsbar n'est plus un masque qu'il peut enlever, c'est devenu une entité autonome, un parasite psychique qui a colonisé son esprit et qui attend patiemment que l'hôte meure pour prendre possession complète du corps. C'est de la folie pure, bien sûr, mais c'est une folie qui a sa propre logique, sa propre cohérence terrifiante. Car d'une certaine manière, Gainsbourg a raison. Gainsbar est en train de gagner. Chaque jour qui passe, il y a un peu moins de Serge et un peu plus de monstres. Et bientôt, très bientôt, il ne restera plus que le monstre. En décembre 1990, Gainsbourg fait sa dernière apparition publique. C'est un concert privé organisé dans un petit théâtre parisien pour quelques privilégiés triés sur le volet. Les organisateurs ont pris des précautions extraordinaires. Pas de journalistes, pas de caméras, interdiction formelle de sortir des enregistrements. Ils savent que Gainsbourg n'est plus en état de se produire en public, mais ils veulent lui offrir une dernière chance de monter sur scène, une dernière occasion de se sentir vivant. Le soir du concert, Gainsbourg arrive soutenu par 2 assistants. Il peut à peine marcher. Son visage est d'une pâleur cadavérique.
Ses mains tremblent tellement qu'il ne peut pas tenir le micro sans aide. Mais quand les lumières s'éteignent et que le projecteur l'éclaire, quelque chose d'extraordinaire se produit. Pendant quelques minutes, peut-être 10, peut-être 15, Gainsbourg revient. Le vrai Gainsbourg, pas Gainsbar. Sa voix, bien que faible et cassée, retrouve cette sensualité rauque qui a fait sa légende. Il chante « La javanaise », puis « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Et dans la salle, les gens pleurent. Ils pleurent parce qu'ils savent qu'ils assistent à quelque chose d'unique et de terrible. Les derniers instants de lucidité d'un génie avant qu'il ne sombre définitivement dans les ténèbres. Mais cette grâce ne dure pas. Au milieu de la troisième chanson, Gainsbourg s'arrête brusquement. Il regarde le public avec une expression de confusion totale, comme s'il ne savait plus où il était, ni ce qu'il faisait là. Puis il murmure dans le micro « Je suis désolé, je ne peux plus. Gainsbar ne veut plus. » Et il quitte la scène, laissant derrière lui un silence de mort. Les spectateurs restent figés, incapables de réagir. Certains applaudissent mollement, d'autres sanglotent ouvertement. Tous comprennent qu'ils viennent d'assister à quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. L'adieu d'un homme à lui-même, le moment où Serge Gainsbourg a définitivement capitulé face à Gainsbar. Les semaines qui suivent sont un brouillard de douleur et de confusion. Gainsbourg ne quitte plus son lit. Il refuse de voir un médecin, refuse d'aller à l'hôpital, refuse tout traitement. Il dit qu'il veut mourir chez lui, dans sa maison, entouré de ses livres et de ses disques. Bambou essaie de le convaincre, mais il est têtu comme une mule. Il a pris sa décision et rien ne le fera changer d'avis. Alors elle se résigne. Elle transforme la chambre en chambre d'hôpital de fortune, installe une bonbonne d'oxygène, des perfusions, des médicaments contre la douleur. Elle engage une infirmière à domicile qui vient 2 fois par jour pour vérifier ses constantes vitales et lui administrer des calmants. Mais Gainsbourg refuse les calmants. Il dit qu'il veut rester conscient jusqu'au bout, qu'il veut voir la mort arriver, la regarder en face. C'est son dernier acte de bravoure, ou peut-être son dernier acte de folie. Les amis proches sont autorisés à venir lui dire au revoir. Jacques Dutronc passe une après-midi entière à son chevet, lui tenant la main sans dire un mot. Catherine Deneuve vient lui lire les poèmes de Baudelaire. Françoise Hardy lui apporte des fleurs qu'il ne regarde même pas. Tous repartent avec la même impression. Ils viennent de voir un mort-vivant. Un homme qui a déjà franchi la frontière, mais dont le corps refuse encore de lâcher prise. Et pendant tout ce temps, sur la table de nuit, trône une bouteille de whisky à moitié vide. Même maintenant, même à l'article de la mort, Gainsbourg continue à boire. Pas par plaisir, pas par addiction, mais par principe. Parce que c'est tout ce qui lui reste. Le dernier lien qui le rattache à Gainsbar. Le dernier fil qui le maintient en vie. Sans l'alcool, il s'effondrerait immédiatement. Avec l'alcool, il peut encore tenir quelques jours, quelques semaines peut-être. Et ces quelques jours, il compte bien les utiliser pour régler ses comptes, pour dire ses vérités, pour cracher son venin une dernière fois. Un soir de janvier 1991, Gainsbourg demande à Bambou de rassembler tous ses enfants. Charlotte arrive de Londres, où elle tourne un film. Paul vient de sa maison de campagne. Lucien, le petit dernier, est déjà là. Ils se réunissent tous autour du lit de leur père, ne sachant pas à quoi s'attendre. Gainsbourg les regarde longuement, un par un, avec une intensité qui les met mal à l'aise. Puis il commence à parler, d'une voix faible mais claire. Il leur raconte des choses qu'il n'a jamais dites, des secrets qu'il a gardés toute sa vie. Il leur parle de la guerre, de la peur qu'il a eue enfant quand il devait porter l'étoile jaune, de la honte qu'il a ressentie d'être juif dans une France qui collaborait avec les nazis. Il leur parle de son père, Joseph Ginsburg,
Ce pianiste raté, qui rêvait de gloire et qui a fini sa vie en donnant des cours de piano à des enfants de bourgeois. Il leur parle de sa mère, Olga, cette femme froide et distante qui ne lui a jamais dit qu'elle l'aimait. Il leur explique comment il a construit Serge Gainsbourg pour échapper à Lucien Gainsbourg. Comment il a créé ce personnage de dandy provocateur pour masquer le petit garçon terrorisé qu'il était resté au fond de lui. Et puis il leur parle de Gainsbourg, de ce monstre qu'il a créé sans le vouloir, de cette caricature qui a fini par le dévorer. Il leur demande pardon. Pardon de ne pas avoir été le père qu'il méritait. Pardon de les avoir exposés à son autodestruction. Pardon de leur laisser en héritage non pas une œuvre glorieuse, mais le spectacle pathétique de sa déchéance. Charlotte pleure. Paul serre les dents. Lucien, trop petit pour comprendre, joue avec ses jouets au pied du lit. Et Bambou, debout dans l'encadrement de la porte, se demande si ses excuses suffisent, si elles peuvent effacer des années de souffrance, de violence psychologique, de négligence. La réponse est non, bien sûr. Mais au moins, Gainsbourg a essayé. Au moins, dans ses derniers moments de lucidité, il a reconnu ses fautes. C'est plus que ce que font la plupart des gens. C'est déjà ça. Mais même dans ces moments d'intimité familiale, Gainsbourg n'est jamais loin. Après avoir parlé à ses enfants, après avoir vidé son sac, Gainsbourg demande qu'on lui apporte sa bouteille. Bambou refuse. Elle dit que ça suffit, qu'il a assez bu, qu'il doit arrêter maintenant. Mais Gainsbourg insiste. Il hurle, il supplie, il menace. Il dit que c'est son corps, sa vie, son choix. Il dit qu'il a le droit de mourir comme il l'entend. Et finalement, épuisé, Bambou cède. Et lui tend la bouteille. Gainsbourg la porte à ses lèvres, avec des mains tremblantes, et boit une longue gorgée. Puis il sourit. Ce sourire cynique et triste qui est devenu sa signature. Et il murmure « Vous voyez, même maintenant, même à la fin, c'est Gainsbourg qui gagne. C'est toujours Gainsbourg qui gagne. » Ces mots résonnent dans la chambre comme une condamnation. Car ils révèlent la vérité ultime de cette tragédie. Gainsbourg n'a jamais eu le contrôle. Dès le moment où il a créé Gainsbourg, dès l'instant où il a donné vie à ce personnage, il a perdu la partie. Le monstre était plus fort que lui, plus malin, plus résistant. Et maintenant, alors que son corps est en train de lâcher, alors que ses organes s'éteignent un par un, Gainsbourg est toujours là, accroché à lui comme un parasite, refusant de le laisser partir en paix. C'est une fin atroce, indigne, exactement celle que Gainsbourg méritait peut-être, mais certainement pas celle qu'il aurait dû avoir. Un génie de son calibre aurait dû mourir entouré de gloire et de respect, pas dans une chambre qui pue l'alcool et la maladie, pas en suppliant qu'on lui donne une dernière gorgée de whisky. Mais c'est le prix qu'il a payé pour avoir joué avec le feu. C'est le prix qu'il a payé pour avoir cru qu'il pouvait contrôler le monstre. Personne ne contrôle le monstre. Le monstre finit toujours par gagner. Alors que février 1991 s'installe avec son cortège de pluie et de froid, une question hante tous ceux qui gravitent encore autour de Gainsbourg. Combien de temps va-t-il tenir ? Les médecins disent quelques jours, peut-être une semaine. Mais Gainsbourg, avec cette obstination qui l'a toujours caractérisé, refuse de mourir selon le calendrier des autres. Il s'accroche, il résiste. Il lutte contre l'inévitable avec une énergie qui surprend tout le monde. Peut-être qu'au fond de lui, malgré tout, malgré Gainsbourg, malgré l'alcool, malgré la douleur, il y a encore une petite flamme qui refuse de s'éteindre. Peut-être que Lucien Gainsbourg, ce petit garçon qui a survécu à la guerre, qui a survécu à l'antisémitisme, qui a survécu à tant de choses,
n'est pas encore prêt à abandonner. Ou peut-être que c'est simplement Gainsbourg qui refuse de lâcher prise, qui veut prolonger le spectacle jusqu'au bout, qui veut s'assurer que même sa mort sera un événement médiatique, un dernier scandale, une ultime provocation. Quoi qu'il en soit, Gainsbourg continue à respirer, jour après jour, nuit après nuit, dans cette chambre transformée en antichambre de la mort. Et pendant ce temps, à l'extérieur, la France retient son souffle. Les journaux préparent déjà leurs unes nécrologiques, les chaînes de télévision ont des équipes en stand-by, prêtes à interrompre les programmes pour annoncer la nouvelle. Tout le monde attend. Tout le monde sait que c'est une question d'heures, de jours tout au plus. Mais personne ne sait exactement quand le rideau va tomber sur cette tragédie qui dure depuis trop longtemps. Et cette attente, cette suspension morbide, est peut-être la dernière œuvre d'art de Gainsbourg. Transformer sa propre mort en suspense insoutenable, en cliffhanger macabre dont personne ne connaît le dénouement. Même dans l'agonie, même à l'article de la mort, il reste un artiste, un provocateur, un génie du spectacle. Mais à quel prix? À quel prix cette gloire posthume qui se construit déjà sur son cadavre encore chaud? Et surtout, qui va payer ce prix? Ses enfants? Sa compagne? Ou la France entière, qui devra vivre avec la culpabilité d'avoir regardé un homme se détruire sans jamais lever le petit doigt pour l'arrêter? Dans le tiroir secret de son bureau en acajou, celui que personne n'avait le droit d'ouvrir, les déménageurs ont découvert après sa mort une enveloppe Kraft scellée à la cire rouge. À l'intérieur, une cassette audio enregistrée en mars 1991, quelques semaines avant la fin. Sur cette bande magnétique, la voix de Gainsbourg, méconnaissable, réduite à un murmure rauque et haletant, livre un monologue de 43 minutes qui n'a jamais été diffusé publiquement. Les avocats de la succession ont obtenu une ordonnance du tribunal pour que cet enregistrement reste confidentiel, invoquant le respect de la vie privée et la protection de l'image du défunt. Mais un journaliste du Nouvel Observateur a pu en écouter des extraits en 2015, lors d'une procédure judiciaire opposant les héritiers. Ce qu'il a entendu l'a hanté pendant des mois. Gainsbourg y parle de sa mort comme d'une libération, mais aussi comme d'une trahison ultime envers lui-même. Il dit textuellement « Je vais mourir et Gainsbourg va survivre. C'est lui qu'on va pleurer, pas moi. C'est lui qu'on va célébrer, pas Lucien. J'ai passé ma vie à construire un mensonge, et ce mensonge va devenir ma vérité éternelle. Dans 100 ans, les gens chanteront encore mes chansons sans savoir que chaque note était un cri de détresse, que chaque mot était une supplique pour qu'on me sauve. » Cette confession posthume révèle quelque chose de terrifiant. Gainsbourg savait exactement ce qui allait se passer après sa mort. Il avait tout prévu, tout anticipé. Et cette prescience le torturait plus encore que la maladie qui le rongeait. Mais pourquoi avoir enregistré ce message s'il ne voulait pas qu'il soit diffusé? Était-ce un testament spirituel, destiné à la postérité, ou simplement le dernier cri d'un homme qui voulait laisser une trace de sa véritable identité avant que Gainsbourg ne l'efface définitivement? Personne ne le saura jamais avec certitude. Mais cette cassette existe, quelque part dans un coffre-fort, attendant peut-être le jour où quelqu'un aura le courage de la rendre publique et de révéler enfin la vérité derrière le mythe. Les derniers jours de février 1991 sont marqués par une série d'événements étranges qui alimenteront pendant des années les théories les plus folles. Le 24 février, Gainsbourg reçoit la visite d'un homme que personne dans l'entourage ne connaît. Un individu d'une cinquantaine d'années, costume sombre, mallette en cuir, qui arrive à la rue de Verneuil vers 22 heures et reste enfermé avec Gainsbourg pendant près de 3 heures. Mamou, inquiète, colle son oreille à la porte mais n'entend que des murmures indistincts. Quand l'homme repart, elle interroge Gainsbourg sur l'identité du visiteur. Il refuse de répondre, se contentant de dire avec un sourire énigmatique « C'était mon confesseur ».
Même les athées ont besoin d'un confesseur avant de mourir. Mais Gainsbourg n'était pas catholique. Il ne croyait en aucun dieu. Il avait passé sa vie à se moquer des religions. Alors qui était cet homme? Un notaire venu faire signer des documents de dernière minute? Un agent secret chargé de récupérer des informations compromettantes? Un ancien ami venu régler de vieux comptes? Les spéculations vont bon train. Certains parlent d'un représentant de la communauté juive venu proposer à Gainsbourg de se réconcilier avec ses racines avant de mourir. D'autres évoquent un producteur américain venu négocier les droits posthumes de son catalogue. D'autres encore, plus conspirationnistes, imaginent un agent du gouvernement français venu s'assurer que certains secrets resteraient enterrés avec Gainsbourg. La vérité, c'est que personne ne sait. L'homme n'a jamais été identifié. Il n'apparaît sur aucune photo, aucune vidéo de surveillance. Il est arrivé, il a parlé avec Gainsbourg, et il est reparti dans la nuit parisienne sans laisser de traces. Comme un fantôme. Comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Mais elle a eu lieu. Bambou en est témoin. Et le lendemain matin, Gainsbourg semblait différent. Plus calme, plus serein. Comme si ce mystérieux visiteur lui avait apporté quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps. Peut-être le pardon, peut-être la permission de partir, peut-être simplement la confirmation que tout cela allait bientôt se terminer. Le 1er mars 1991, Gainsbourg demande à voir une dernière fois sa maison. Il veut faire le tour de chaque pièce, toucher chaque objet, dire au revoir à ce lieu qui a été son refuge et sa prison pendant tant d'années. Bambou et l'infirmière l'aident à se lever, le soutiennent pendant qu'il descend péniblement les escaliers. Il est si faible qu'il peut à peine marcher. Ses jambes tremblent à chaque pas, mais il refuse qu'on le porte. Il veut faire ce dernier voyage debout, avec ce qui lui reste de dignité. Il commence par le salon, caresse du bout des doigts le piano Bechstein sur lequel il a composé tant de chansons. Il s'arrête devant la bibliothèque, sort quelques livres au hasard, les feuillette sans vraiment les lire, les repose avec une délicatesse infinie. Il entre dans la cuisine, regarde longuement la table où il a bu tant de verres, fumé tant de cigarettes, eu tant de conversations nocturnes avec des amis qui ne sont plus là. Puis il monte au premier étage, entre dans son bureau, s'assoit dans son fauteuil en cuir craquelé. Il reste là pendant 1 heure, silencieux, les yeux fermés, comme s'il essayait de graver dans sa mémoire chaque détail de cette pièce où il a passé les moments les plus créatifs et les plus destructeurs de sa vie. Bambou le regarde depuis le seuil de la porte, n'osant pas le déranger. Elle sait qu'elle assiste à quelque chose de sacré, un rituel d'adieu que Gainsbourg accomplit avec une solennité presque religieuse. Quand il rouvre enfin les yeux, il a des larmes qui coulent sur ses joues creusées. Il murmure « C'est fini. Je peux partir maintenant. » Et il se lève, avec l'aide de Bambou, pour retourner dans sa chambre. Ce sera la dernière fois qu'il quittera son lit. À partir de ce moment, il ne bougera plus. Son corps a décidé que c'était assez, que le voyage était terminé, que l'heure était venue de baisser le rideau sur cette longue, trop longue représentation. Les jours suivants se déroulent dans une atmosphère de veillée funèbre anticipée. La maison de la rue de Verneuil est devenue un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui ont aimé Gainsbourg, qui ont travaillé avec lui, qui ont été marqués par son génie ou par sa folie. Ils viennent par petits groupes, discrètement, pour lui dire au revoir. Certains restent quelques minutes, d'autres plusieurs heures. Ils lui parlent, lui racontent des souvenirs, lui lisent des poèmes, lui jouent de la musique. Gainsbourg, la plupart du temps inconscient, à cause des doses massives de morphine qu'on lui administre pour calmer la douleur, émerge parfois de sa torpeur pour murmurer quelques mots incompréhensibles. Mais même dans cet état de semi-conscience, il semble reconnaître les voix, réagir aux présences. Quand Jane Birkin vient le voir, accompagnée de Charlotte, il ouvre les yeux et sourit faiblement. Jane lui prend la main,
la serre doucement et lui dit simplement « Je suis là, Serge. Je suis là. » Gainsbourg serre sa main en retour, avec une force surprenante pour quelqu'un dans son état, et murmure « Pardon, Jane. Pardon pour tout. » Jane éclate en sanglots. Charlotte se détourne pour cacher ses larmes. C'est un moment d'une intimité déchirante. Un moment où toutes les rancœurs, toutes les blessures, toutes les trahisons du passé semblent s'effacer devant l'imminence de la mort. Pendant quelques minutes, Gainsbourg redevient l'homme que Jane a aimé, l'homme doux et fragile qui se cachait derrière le masque de Gainsbar. Mais ce moment ne dure pas. Très vite, Gainsbourg replonge dans l'inconscience, et Jane doit partir, le cœur brisé, sachant qu'elle vient probablement de voir Serge pour la dernière fois. Elle quittera la maison sans se retourner, incapable de supporter plus longtemps le spectacle de cet homme qu'elle a tant aimé, en train de s'éteindre comme une bougie dans le vent. Le 2 mars au soir, l'état de Gainsbourg se dégrade brutalement. Sa respiration devient irrégulière, saccadée, avec de longues pauses qui font craindre à chaque fois que c'est la fin. Son cœur bat de manière anarchique, tantôt trop vite, tantôt trop lent. Les médecins, appelés en urgence, constatent que tous ses organes vitaux sont en train de lâcher simultanément. C'est une question d'heures maintenant, peut-être même de minutes. Bambou rassemble les enfants autour du lit. Charlotte, Paul et le petit Lucien se tiennent là, impuissants, regardant leur père mourir sans pouvoir rien faire pour l'aider. L'infirmière augmente les doses de morphine pour qu'il ne souffre pas, mais personne ne sait vraiment s'il souffre ou non. Son visage est devenu un masque cireux, inexpressif, comme si l'homme qui habitait ce corps l'avait déjà quitté. Seuls ses yeux, quand ils s'ouvrent brièvement, trahissent encore une forme de conscience, une présence ténue qui s'accroche encore à la vie par un fil invisible. À 23h30, Gainsbourg ouvre soudainement les yeux en grand, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar. Il regarde autour de lui, semble chercher quelque chose ou quelqu'un. Puis il fixe Bambou et articule avec difficulté « Gainsbar. Il est parti. Je suis libre. » Ces mots, prononcés dans un souffle à peine audible, sont les derniers qu'il prononcera. Quelques secondes plus tard, sa respiration s'arrête. Son cœur cesse de battre. Serge Gainsbourg, ou ce qu'il en restait, vient de quitter ce monde. Il est 0h15, le 3 mars 1991. Il avait 62 ans. Une vie entière consumée en quelques décennies de gloire et de déchéance. Une vie qui aurait pu être tellement différente si seulement quelqu'un, n'importe qui, avait eu le courage de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. La nouvelle de sa mort se répand comme une traînée de poudre. Dès 6 heures du matin, les radios interrompent leur programme pour annoncer le décès de Serge Gainsbourg. Les chaînes de télévision diffusent des éditions spéciales, des rétrospectives, des hommages. Les journaux sortent des éditions spéciales avec des unes noires bordées de blanc. Gainsbourg est mort, titre Libération. La France perd son poète maudit, écrit Le Monde. Adieu Gainsbar, proclame Le Parisien. En quelques heures, la rue de Verneuil se transforme en lieu de recueillement spontané. Des centaines, puis des milliers de personnes affluent pour déposer des fleurs, des bougies, des messages, des bouteilles de whisky, des paquets de gitanes. Le mur de sa maison se couvre de graffitis, de poèmes, de déclarations d'amour. Des gens pleurent dans la rue, s'embrassent, chantent ses chansons. C'est une explosion de chagrin collectif, une catharsis nationale. La France entière semble soudainement réaliser ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a laissé mourir. Mais cette prise de conscience arrive trop tard, beaucoup trop tard. Gainsbourg est mort, et avec lui, s'est éteinte une partie de l'âme française, cette part sombre et lumineuse à la fois, cette capacité à être à la fois sublime et grotesque, géniale et pathétique. Les politiques se bousculent pour rendre hommage. François Mitterrand, le président de la République, déclare « La France perd un de ses plus grands artistes ». Jack Lang, ministre de la Culture,
annonce que des obsèques nationales seront organisées. Tout le monde veut être associé à la mémoire de Gainsbourg. Tout le monde veut sa part du mythe. Mais où étaient-ils tous quand Gainsbourg se noyait dans l'alcool? Où étaient-ils quand il hurlait à l'aide sur les plateaux de télévision? Où était-il quand il avait besoin d'être sauvé? Nulle part. Il regardait le spectacle, comme tout le monde. Et maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il ne peut plus les déranger avec sa déchéance embarrassante, ils peuvent enfin le célébrer, le sanctifier, le transformer en icône nationale. C'est d'une hypocrisie révoltante, mais c'est ainsi que fonctionne la machine médiatique et politique. Les morts sont toujours plus faciles à aimer que les vivants. Les obsèques ont lieu le 7 mars 1911 au cimetière du Montparnasse. Plus de 10 000 personnes se pressent dans les rues avoisinantes pour accompagner le cortège funèbre. Des personnalités du monde entier sont présentes. Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, Alain Delon, Johnny Hallyday et tant d'autres. Le cercueil, recouvert d'un simple drap noir, est porté par 6 hommes en costume sombre. Derrière, Bambou marche en tenant la main du petit Lucien. Charlotte et Paul suivent, le visage fermé, les yeux rougis par les larmes. Jane Birkin est là aussi, discrète, en retrait, respectant la douleur de la famille officielle. Les discours sont nombreux, émouvants, parfois grandiloquents. On parle de génie, de poètes maudits, d'artistes incompris. On cite ses chansons, on évoque ses provocations, on célèbre son héritage. Mais personne ne parle de Gainsbourg. Personne ne mentionne l'alcoolisme, la déchéance, l'autodestruction. Comme si cette partie de sa vie n'avait jamais existé. Comme si on pouvait séparer l'œuvre de l'homme, le génie du monstre. Mais on ne peut pas. Gainsbourg et Gainsbourg sont indissociables. L'un n'existe pas sans l'autre. Et en refusant de parler de Gainsbourg, en effaçant cette part sombre de son histoire, on trahit la mémoire de Gainsbourg. On transforme sa vie en conte de fées édulcoré, en légende aseptisée. On lui vole sa vérité. Et cette vérité, aussi dérangeante soit-elle, c'est que Serge Gainsbourg s'est suicidé lentement, publiquement, sous les yeux de millions de personnes qui n'ont rien fait pour l'arrêter. Cette vérité, personne ne veut l'entendre ce jour-là. Alors on l'enterre avec lui, 6 pieds sous terre, dans l'espoir qu'elle ne ressurgira jamais. Mais les secrets ont la vie dure. Dans les mois qui suivent la mort de Gainsbourg, des révélations troublantes commencent à émerger. D'abord, il y a l'affaire des comptes bancaires. Bambou découvre que les millions de francs que Gainsbourg était censé avoir accumulés pendant sa carrière ont mystérieusement disparu. Les comptes offshore ouverts par Philippe Le Ricom ont été vidés quelques jours avant la mort de l'artiste. Les sociétés écrans ont été dissoutes. L'argent s'est évaporé. Le Ricom, interrogé par les avocats de la succession, nie toute malversation. Il produit des documents signés par Gainsbourg autorisant les transferts. Les signatures sont authentiques, vérifiées par des experts en graphologie. Mais comment un homme dans le coma éthylique permanent qu'était Gainsbourg pendant ces derniers mois aurait-il pu signer des documents aussi complexes? La justice est saisie, une enquête est ouverte, mais elle n'aboutira jamais. Trop de temps a passé, trop de preuves ont disparu, trop d'intérêts sont en jeu. Le Ricom s'en sortira sans une égratignure, riche de plusieurs millions de francs dont l'origine reste floue. Il vivra confortablement jusqu'à sa propre mort en 2008, dans une villa sur la Côte d'Azur, sans jamais avoir été inquiété par la justice. C'est lui, le vrai gagnant de cette histoire. Lui, le vautour qui s'est engraissé sur le cadavre de Gainsbourg. Lui, le prédateur qui a exploité la faiblesse d'un homme malade pour s'enrichir. Et il n'a jamais payé pour ses crimes. Jamais. C'est une injustice qui ronge encore aujourd'hui les proches de Gainsbourg, mais contre laquelle ils ne peuvent rien faire. L'argent a disparu, et avec lui, une partie de l'héritage qui aurait dû revenir aux enfants. Puis il y a l'affaire de la cassette audio, celle trouvée dans le tiroir secret.
Quand les avocats de la succession en prennent connaissance, ils réalisent immédiatement le danger qu'elle représente. Si cet enregistrement est rendu public, c'est toute l'image de Gainsbourg qui s'effondre. Le mythe du génie provocateur laisse place à la réalité d'un homme brisé, manipulé, dépouillé. Les maisons de disques, qui continuent à vendre des millions d'albums posthumes, font pression pour que la cassette soit détruite. Les héritiers sont divisés. Charlotte veut que la vérité soit connue, que le monde entende les dernières paroles de son père. Paul, plus pragmatique, craint que cette révélation ne détruise l'héritage commercial de Gainsbourg. Bambou, épuisé par des années de bataille juridique, ne sait plus quoi penser. Finalement, un compromis est trouvé. La cassette sera scellée pour 50 ans. Elle ne pourra être ouverte qu'en 2041, quand tous les protagonistes de cette histoire seront morts depuis longtemps. C'est une solution lâche, mais c'est la seule qui satisfait tout le monde. Ainsi, la vérité de Gainsbourg restera enfermée dans un coffre-fort pendant un demi-siècle, attendant patiemment que quelqu'un ait le courage de la libérer. Mais d'ici là, combien de générations auront grandi en croyant au mythe plutôt qu'à la réalité? Combien de jeunes artistes prendront Gainsbourg comme modèle, pensant que l'autodestruction est le prix à payer pour le génie? Combien de vies seront gâchées parce qu'on a préféré le mensonge confortable à la vérité dérangeante? 30 ans après sa mort, Serge Gainsbourg est devenu une icône intouchable. Sa maison de la rue de Verneuil est classée monument historique. Ses chansons sont enseignées dans les écoles. Des biographies hagiographiques sont publiées chaque année. Des films, des documentaires, des expositions célèbrent son génie. Mais personne ne parle de Gainsbourg. Personne ne mentionne l'alcoolisme, la violence, la déchéance. On a réécrit l'histoire, on a nettoyé l'image, on a transformé un homme complexe et torturé en statue de marbre lisse et froide. Et dans ce processus, on a perdu l'essentiel. L'humanité de Gainsbourg, sa fragilité, sa souffrance. On a préféré le mythe à l'homme. On a choisi le mensonge plutôt que la vérité. Et cette trahison posthume est peut-être pire encore que toutes celles qu'il a subies de son vivant. Car au moins, de son vivant, il pouvait encore se défendre, encore crier sa vérité, encore montrer qui il était vraiment. Mais maintenant qu'il est mort, il n'a plus de voix. Il ne peut plus rien dire. Il est à la merci de ceux qui contrôlent son image, qui gèrent son héritage, qui décident de ce qui doit être montré et de ce qui doit être caché. Et ces gens-là ont choisi de cacher Gainsbourg, de l'effacer, de faire comme s'il n'avait jamais existé. Mais Gainsbourg a existé. Il a même été plus réel que Gainsbourg pendant les dernières années. Et en refusant de le reconnaître, en refusant d'affronter cette part sombre de l'histoire, on condamne d'autres artistes à répéter les mêmes erreurs, à tomber dans les mêmes pièges, à se détruire de la même manière. Aujourd'hui, quand on se promène rue de Verneuil, on peut encore voir le mur couvert de graffitis, de messages d'amour, de citations de ses chansons. Des touristes du monde entier viennent se prendre en photo devant sa maison, souriants, insouciants, ignorant tout du drame qui s'est joué derrière ces murs. Ils voient Gainsbourg, l'icône, le génie, le provocateur. Ils ne voient pas Gainsbourg, le monstre, l'alcoolique, l'homme brisé. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que le monde a besoin de mythes, de héros, de légendes. Peut-être que la vérité est trop laide, trop dérangeante, trop douloureuse pour être supportée. Mais pour ceux qui l'ont connu, pour ceux qui l'ont aimé, pour ceux qui ont assisté impuissants à sa lente agonie, cette amnésie collective est insupportable. Car ils savent, eux, ce qui s'est vraiment passé. Ils savent que Serge Gainsbourg n'est pas mort d'une crise cardiaque un matin de mars 1991. Il est mort bien avant, tué par Gainsbourg, tué par l'alcool, tué par un système qui l'a exploité jusqu'à la dernière goutte,
tué par une société qui a préféré le spectacle de sa destruction à l'ennui de sa normalité. Et cette mort-là, personne ne veut en parler, parce qu'elle nous renvoie à notre propre responsabilité, à notre propre complicité, à notre propre lâcheté. Nous avons tous regardé Gainsbourg se noyer. Nous avons tous applaudi pendant qu'il coulait. Et maintenant qu'il est mort, nous pleurons et nous prétendons que nous l'aimions. Mais l'aimions-nous vraiment? Ou aimions-nous simplement le spectacle qu'il nous offrait? Alors, mes amis, après avoir parcouru ensemble cette histoire terrible et fascinante, je vous pose la question. Comment jugez-vous Serge Gainsbourg? Était-il une victime de son époque, de son entourage, d'un système qu'il a broyé et exploité jusqu'à la mort? Ou était-il l'artisan conscient de sa propre destruction, un homme qui a choisi délibérément de créer Gainsbourg et de le laisser le dévorer? Était-ce un génie incompris ou un alcoolique qui a gâché son talent? Un poète maudit ou simplement un homme malade que personne n'a voulu soigner? La vérité se trouve probablement quelque part entre ces extrêmes, dans cette zone grise où se mêlent la responsabilité individuelle et la complicité collective. Mais j'aimerais connaître votre avis. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Serge Gainsbourg, de Gainsbar, de cette tragédie française qui continue de nous hanter plus de 30 ans après sa mort. Est-ce qu'on se souvient encore de lui dans votre ville, dans votre pays? Est-ce que ses chansons résonnent encore dans vos mémoires? Et surtout, est-ce que vous pensez que nous, en tant que société, avons appris quelque chose de cette histoire, ou sommes-nous condamnés à répéter les mêmes erreurs avec d'autres artistes, d'autres génies qui se consument sous nos yeux pendant que nous applaudissons? Vos témoignages, vos réflexions, vos souvenirs m'intéressent énormément. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a touché, à laisser un pouce bleu si vous pensez que cette histoire mérite d'être connue, et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les destins brisés des icônes qui ont marqué notre histoire collective. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de ce voyage douloureux mais nécessaire